Merci Thibaut pour cette introduction. Alors, moi, je me présente, je suis Sami Krayem, je suis climatologue chez Canada et je vais vous présenter brièvement les résultats de l'étude qu'on a réalisée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tous lire l'étude, mais voilà. Donc, ça s'inscrit dans le contexte des récents développements qu'on a pu faire chez Canada, où on a introduit des nouveaux indicateurs pour les productibles renouvelables. Et dans ces nouveaux indicateurs, on a évidemment le productible éolien. Alors, pour remettre un peu de contexte, l'éolien aujourd'hui connaît un engouement, il y a beaucoup de projets de développement. Et comme Thibault l'a rappelé, la majorité de ces projets-là sont basés sur une hypothèse de stationnarité du climat. Alors bien sûr, quand on construit un projet éolien, rien que le temps de fixer le projet, on va pour quelques années. Et derrière, après, on part sur un temps de construction et un temps d'exploitation de 20 à 30 ans. Donc, on arrive facilement, si aujourd'hui on a l'idée du projet, à des horizons de 2050-2060. Alors, la stationnarité du climat, ce que vous le savez tous, est un peu caduque. Donc, c'est une hypothèse assez fragile qui peut mettre à défaut des projets de production éolienne. Alors, en faisant un rapide état de l'art sur les études de productibles éoliens dans un contexte de changement climatique, on a pu remarquer plusieurs différences dans les approches. Donc, il y a une étude bibliographique récapitulative qui a été faite en 2020 par Prior, et nous, on est venu abonder en plus pour inclure les différentes recherches qui ont pu être faites depuis. Donc, ce que vous pouvez voir en méthodologie, c'est-à-dire que quand je vais étudier le potentiel de productible en changement climatique sur mon projet éolien et que je vois vitesse de vent, c'est-à-dire que l'étude qui a été faite ne se base uniquement que sur des projections de vitesse de vent. Et à partir de ça, elle en déduit une potentielle ou non viabilité du projet. Je peux rapidement dire, mais la densité de puissance, c'est l'énergie qui est présente dans le vent. Donc, il y a quand même une majorité d'études qui se basent là-dessus, en plus de la vitesse de vent. Et puis après, on a des méthodes un peu plus détaillées, comme la production réelle ou par facteur de choc. Alors, dans ces études-là, il y a une constante qui est assez présente. Ça va être les trois limites qui sont listées. Donc, la majorité de ces études-là sont faites à échelle régionale. C'est-à-dire que quand on étudie les projections climatiques, on va les étudier au niveau d'une zone assez large spatialement, typiquement à l'échelle d'un pays ou d'un continent. On va évidemment ne pas rentrer trop dans les détails des modélisations. Donc, les turbines ne sont pas forcément explicitées, etc., etc. Ce qui est assez logique d'ailleurs quand on regarde une échelle régionale aussi grande. Et puis enfin, même pour celles qui prennent en compte d'autres paramètres que la vitesse de vent, il y a quand même une non-cohérence des paramètres qui peuvent être. Donc là, on rentre plus dans un aspect climatologie où il faut venir reconstruire des cohérences entre certains paramètres. Mais voilà, c'est souvent des approches qui sont assez simplistes sur la climatologie. Donc nous, on s'est proposé pour aller inclure ces nouveaux indicateurs dans notre outil, d'essayer de mettre un modèle un peu plus poussé. Donc l'idée derrière, ça va être de prendre en compte bien sûr la distribution des vents, ça semble un peu logique, mais également d'aller chercher la densité de l'air, avec un réchauffement climatique assez prononcé. Quand l'air se réchauffe, il perd en densité, et du coup, on va avoir derrière une énergie disponible qui va être moins présente. C'est ce qu'on peut voir dans la formule en haut à droite, où le ρ est la densité de l'air qui en fait varie en fonction de la température. Voilà, et donc, bien sûr, dans notre modèle qu'on développe derrière, on essaie d'aller un peu plus loin que juste regarder le vent, mais essayer d'apporter des paramétrisations un peu plus fines. Alors, pour ce faire, ce modèle-là, qu'on a développé en collaboration avec Total Energy, alors on se base sur la courbe de puissance de l'éolienne qui sera installée dans le bas. Donc ça, c'est dépendre du modèle qui est choisi pour le projet. Mais c'est quelque chose qu'on passe dans nos calculs. Bien sûr, on prend la température de l'air. Donc quand on fait des études changement climatique, on va prendre des projections de température, en plus des projections de vitesse de vent. Et puis, on va venir aussi ajuster la hauteur du vent pour le faire correspondre au projet.
C'est-à-dire que toutes les éoliennes ne sont pas à 10 mètres de hauteur, mais elles sont plutôt entre 60 et 120 mètres. Donc on vient ajuster ce paramètre de vent pour le faire matcher le plus proche possible du projet. À savoir qu'il y a quand même quelques incertitudes avec ce modèle-là. On ne va pas prendre les effets de sillage, on ne prend pas en compte la turbulence du vent, et puis le givrage. Ce modèle-là, on l'a testé sur des valeurs réelles, ce que Thibaut a rapidement évoqué en introduction. Total Energy nous a fait gracieusement le don de données. Et on a pu tester ça pour différents pas de temps de vent, de l'horaire pour 24 heures, et on a un modèle qui est assez robuste et assez efficace. On retrouve les productions qui ont été enregistrées. Alors, je vais faire un petit passage sur la partie climato, mais vous avez ici un schéma du process que la donnée va suivre dans notre outil pour arriver à un calcul de productible éolien futur. Donc, les inputs, ça va être les projections climatiques brutes. Donc ça, c'est issu de modélisations qui sont réalisées par des labos de recherche et qui mettent à disposition ces données-là. Alors, ces données-là, je pense que vous avez peut-être entendu parler de scénarios climatiques, mais les projections sont fournies selon différents scénarios climatiques. La problématique, c'est qu'elles sont brutes et assez grossières. Donc, on va venir extraire ces données-là, qui représentent un volume de données assez conséquent, et puis on va venir les corriger du billet et effectuer une descente d'échelle pour rendre ces données-là représentatives du site étudié. Une fois que ces données sont affinées et représentatives du site étudié, on vient recorréler. Ici, on parle de température et de vent. On vient recorréler pour rendre cette cohérence physique qu'il peut y avoir entre les deux. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel il faut s'assurer, puisque les modèles climatiques présentent un biais, et quand on effectue la descente d'échelle, on ne vient pas forcément recorriger le biais entre les deux variables. Donc ça, c'est une petite spécificité qui est dans l'outil et qui est assez intéressante. Une fois qu'on a ces données de température et de vitesse de vent, on vient calculer le productible, donc on vient corriger la hauteur du vent, on vient utiliser la température pour avoir une vitesse de vent équivalente en prenant en compte la densité, et puis derrière, ça dans le modèle avec la courbe de puissance de la turbine. Et on arrive à avoir des estimations de productible. Et puis derrière, on analyse. Voilà pour la procédure qui passe. Donc ça, c'est automatisé sur notre outil Climate. Alors, dans le cadre de cette étude, ce que je vous ai décrit juste avant, c'était pour un site. On a fait ça pour 50 sites. Alors, on a choisi 10 sites par continent, les 10 plus gros en termes de puissance installée. On a choisi une turbine d'une hauteur de 100 mètres, et puis une turbine de type Vestas, 3,6 MW. L'étude s'est faite sur deux scénarios différents, donc le SSP2 et le SSP5. À savoir, pour ceux qui sont pas au courant, le SSP2, c'est le scénario médian en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et le SSP5, c'est le scénario pessimiste d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, bien sûr, on a les projections de 2020 à 2080, mais ici, on s'intéresse à l'horizon qu'on pourrait avoir si on lançait un projet aujourd'hui, c'est-à-dire l'horizon 2050. Donc, sur ces 50 sites, les résultats globaux sont assez intéressants. On peut voir qu'il y a une baisse de la production qui est un peu généralisée. Donc, on a de façon médiane une baisse d'environ 3% pour un scénario intermédiaire à l'horizon 2050 et une baisse d'environ 4% pour un scénario pessimiste à l'horizon 2050. Donc, il y a quand même 10% des parts qui connaissent une baisse allant jusqu'à 8% du productible. Et puis, c'est beaucoup plus rare, mais il y a quelques sites qui connaissent, eux, une hausse sur cette projection de productibilité. Donc ça, c'est le résultat que vous pouvez retrouver sur votre petite fiche. Je ne vous apprends pas non plus. Souvent, à travers ces résultats globaux, ça cache en fait une disparité qu'il peut y avoir géographique. Alors, juste avant, je vais parler juste un peu de l'éventail qu'il peut y avoir. Et non seulement qui mettent en avant un peu cette disparité géographique. On peut voir par exemple à l'horizon 2050 que sur tous les sites étudiés, on peut avoir de 2% d'augmentation du productible éolien jusqu'à une baisse de moins 13% dans un scénario d'émission intermédiaire.
Et on peut avoir quelque chose donc, de un peu plus large sur un scénario d'émissions pessimiste, où là, on peut avoir des augmentations de plus 12% et des diminutions qui vont jusqu'à moins 23%. Donc, il y a une variabilité qui augmente grandement avec le scénario pessimiste, ce qui est quand même assez logique. Pour arriver en plus à ces résultats-là, on va vérifier la robustesse des projections climatiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 80% des modèles qui soient en accord avec le sens du signe, et puis derrière, il faut qu'il y ait 66% qui présentent une tendance significative. Donc, significative en termes de statistiques. On fait des tests pour voir si la tendance est robuste. Et donc, pour cette disparité géographique, si on regarde derrière par continent, les résultats qu'on a pu avoir, à savoir qu'il y a 10 sites. Pour chaque site, on va avoir 12 modèles qui ont été utilisés et 2 scénarios. Donc il y a quand même pas mal de données qui se cachent derrière ces graphiques. On peut voir notamment qu'il y a des baisses assez notables en Amérique du Nord et puis en Chine continentale, avec des baisses qui peuvent aller jusqu'à moins 5% en scénario intermédiaire à horizon 2050. Et à l'inverse, en Europe, on peut trouver aussi des zones qui, elles, vont présenter des baisses de combustible beaucoup plus réduites, notamment en Europe, et puis même au Brésil, où là, on peut voir vraiment des hausses de productibles à horizon 2050. Alors, bien sûr, dans le rapport, vous trouverez bien sûr un peu plus de détails si vous voulez pousser un peu plus loin. Donc le constat général un peu, c'est que quand même on retrouve à travers un peu tous les horizons géographiques en 2050 une baisse de productible qui est de l'ordre de 3-4% dans un scénario pessimiste, et puis plutôt 2% dans un scénario intermédiaire. Donc c'est quelque chose d'assez généralisé, cependant il faut relativiser un peu ça. Aujourd'hui, le coût de l'éolien reste quand même très important. Et puis surtout, c'est qu'en relativisant, c'est-à-dire qu'une baisse de 3 à 4% du productible, on peut l'assimiler à une baisse de 3 à 4% du chiffre d'affaires sur un parc. Ça reste quand même à relativiser vis-à-vis de l'évolution technologique qu'il peut y avoir. Si on prend les États-Unis, il y a eu plus de 70% de puissance installée sur ces 7 dernières années. Donc le progrès technologique va faire qu'on va pouvoir récupérer plus d'énergie dans l'air et donc potentiellement compenser cette baisse de production. Voilà. Et derrière, je pense que ce qu'il faut remettre aussi un peu en parallèle, c'est plus, de point de vue économique je parle, c'est plus la viabilité d'un site, pas la fin de l'éolien. Ça c'est hors des questions. L'éolien c'est toujours là, on parle d'une baisse de 3%, mais on parle bien de remettre l'économie et la viabilité d'un site. Donc là, ça s'adresse peut-être plus aux producteurs. On n'a pas réussi à obtenir de données de chiffre d'affaires de sites. On n'a pas voulu nous les donner. Mais voilà, ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant à faire aussi. Et d'où le message qu'on renvoie, c'est-à-dire que sur la planification, il faut prendre en compte le changement climatique futur, parce qu'il peut y avoir des pertes qui vont jusqu'à, dans les extrêmes, on a pu voir jusqu'à 20% de diminution de production. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que déjà, il faut arrêter de considérer le climat comme stationnaire. Je pense que ça tombe un peu de source, c'est une évidence pour tous. Ce qui est important, c'est vraiment de faire des évaluations site à site, parce qu'il peut y avoir des sites où le productible augmente et d'autres où il reste plutôt stable, ou alors les incertitudes sont grandes, ou certains même, on peut avoir des diminutions qui peuvent être assez importantes. Donc ça va vraiment dépendre de la localité. Et puis enfin, on peut utiliser aussi ces projections climatiques pour évaluer le risque. À savoir que là, j'ai tout mis sous le terme de productible, est-ce qu'on va pouvoir produire plus, moins, etc. Mais on peut utiliser ces données-là, qui vont jusqu'en 2080, pour pouvoir estimer un risque associé et potentiellement derrière, là on est plus sur de l'actuariat, mais du pricing ou autre associé à un projet éolien. Pour les fabricants d'éoliennes, je pense qu'il y a un marché aussi à prendre.
pour justement aller récupérer toujours un peu plus de puissance dans l'air. Il peut y avoir des choses à faire technologiquement. Et donc, c'est aussi des opportunités. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, si vous avez des questions, voilà. Bonjour, Moulin Bérac, Société Générale. Là, vous avez beaucoup évoqué l'impact du changement climatique sur les ressources. Est-ce que vous avez étudié aussi le risque physique? C'était plus orienté sur les événements extrêmes, et notamment par rapport au dimensionnement. Est-ce que vous avez noté des évolutions, des valeurs extrêmes, et où une augmentation de fréquence des événements extrêmes? Alors, ça n'a pas été réalisé dans le cadre de cette étude-là. En revanche, c'est un sujet sur lequel on se penche très régulièrement, et c'est quelque chose qu'on peut effectuer grâce à notre plateforme Climate Vision. Donc là, on a vraiment fait le focus sur le côté énergie et pas du tout le côté des aléas. Bonjour, Christian Lequel, Centrale Supélec Alumni. Comment vous expliquez la baisse plus importante en Amérique du Nord et en Asie par rapport à l'Europe et l'Afrique? Est-ce qu'il y a des géographies particulières qui vous permettraient d'avoir plus d'efficacité? Très bonne question. Alors ici, on ne s'est pas penché sur l'étude de grandes modifications du climat, parce qu'on a regardé uniquement la projection à l'échelle du site. Donc on ne peut pas avoir forcément de commentaires sur des modifications de régime de vent ou autres. Cependant, ça correspond à des latitudes qui connaissent quand même un réchauffement qui sont assez prononcés. C'est-à-dire que si le climat se réchauffe de 3 degrés, ces latitudes-là, on va connaître plus 4,2 degrés de réchauffement. Donc il y a une variabilité du climat qui va être beaucoup plus prononcée. Donc on peut expliquer cette perte peut-être à travers tous ces modèles-là. Il y a une contribution sans doute de la température avec des périodes chaudes qui vont vraiment être présenter peu de vent. De l'autre côté, il y a aussi forcément un peu une baisse de la vitesse de vent. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver aussi dans certaines régions. Et puis, oui, je pense que c'est les principaux critères. Bonjour. Cabinet Ocito, Société BNP, charge de l'équipe spécialisée dans l'analytique productive. Donc la question incertitude, vous avez montré un éventail qui est assez large, puisqu'il faut prendre cette valeur dans les études modèles financiers, les prendre en compte. Quelle incertitude? Alors là, ce qui était présenté, c'était vraiment les bornes min-max. Je ne suis pas sûr que je recommande forcément ça, c'est des types de pricing. Cependant, étant donné que si je fais l'étude sur un site, je vais avoir au moins 12 trajectoires climatiques différentes qui sont prises en compte. Il est possible, à partir de ces différents climats futurs qui sont utilisés, il est possible de pouvoir estimer derrière des incertitudes. Et puis derrière, on a quand même une granularité sur les données qui est assez fine. On arrive à au moins une valeur par jour, par modèle, par scénario. Donc ça va être quelque chose où il y a vraiment de la donnée à traiter et qui est potentiellement utilisable, valorisable. Bonjour, Monique Boselli de Montaneuse. Donc vous dites que vous avez étudié les 10 plus grands sites éoliens de chaque continent. Comment est-ce que ces sites se répartissent? Là, moi, je me concentre plus sur l'Europe. Mais comment est-ce qu'ils se répartissent sur l'Europe? Est-ce que la France a accès à des sites en France, par exemple? Quelle répartition pour ces sites? Et est-ce qu'on peut en déduire des choses pour des zones qui sont peut-être pas couvertes? Par exemple, là, je vois, c'est le nord de l'Europe. Donc, quid
de parcs éoliens qui seraient construits en France, en Italie, dans le nord de l'Espagne, par exemple? Alors, pour la répartition des sites en Europe, ils sont majoritairement dans le nord d'Europe et je crois majoritairement en mer du Nord, exploités par la Grande-Bretagne. Pour des installations en Italie ou en France, je pense qu'il faut aller regarder au cas par cas. Ça va vraiment dépendre de la localisation. Ça va dépendre aussi, est-ce que c'est de l'offshore ou est-ce que c'est sur Terre. Il y a, dans notre modélisation, il y a un aspect qui est différencié à ce niveau-là. Et donc, je pense que, ouais, il faut aller regarder plus spécifiquement chaque site. Bonjour, bien écrire de la société Cineria. J'ai une petite question à vous poser. On s'est un peu penché, nous aussi, sur la prise en compte du réchauffement climatique dans nos études. Et on a testé différents scénarios comme vous. On n'a peut-être pas poussé l'étude aussi loin que vous, mais on s'est aperçu, en fait, de prime abord, on pensait que plus le scénario serait pessimiste, plus grosse serait la baisse de vent. Et on s'est aperçu que ce n'était pas tout le temps le cas, et qu'en regardant parfois les scénarios qui sont moins pessimistes, on avait plus de pertes de vent. Je voulais savoir si vous aviez constaté ça également sur certains de vos sites. Entre les deux scénarios, on a quand même une légère différence. Après, sur les sites, par exemple, qui connaissent des augmentations, notamment sur le Brésil, effectivement, plus le scénario est pessimiste, plus la production augmente. Donc voilà, après, je ne suis pas allé regarder les scénarios qui étaient optimistes ou autres. Donc ça, je pourrais pas dire là-dessus. Mais oui, mais en fait, ça dépend énormément de la localité. C'est-à-dire que là, en tendance générale, on va dire oui, il y a une baisse de 3-4%, mais il y a ça va vraiment dépendre vraiment du point géographique. Nous, ce qu'on avait testé, c'était des sites qui étaient en France, et du coup, on testait directement le scénario 8.5 pour voir à quoi s'attendre. Après, on testait les 4.5 et même les autres. On était très étonnés de voir qu'en fait, les scénarios, je crois que le scénario 2.6, qui est un peu improbable, mais on l'avait regardé, et on s'était rendu compte que dans certains sites, je ne peux pas citer, on avait une baisse qui était plus significative avec le 2.6 qu'avec d'autres scénarios. D'accord, c'est intéressant. Peut-être faudrait se pencher dessus. En tout cas, je n'ai pas regardé les résultats ici, sur le 2.6. Il est relativement probable, mais on s'attendait du coup on s'attendait pas à ça, on s'attendait plutôt à l'inverse. Merci. Bonjour, Pino, Médicis. Je voudrais savoir, vous avez parlé des résultats en termes d'énergie. Je voudrais savoir, vous avez parlé d'une granularité potentiellement pas horaire. Est-ce que vous avez regardé les résultats d'un point de vue courbe de charge en puissance? Et je voudrais savoir notamment, est-ce qu'il y avait peut-être des changements dans les distributions des vitesses de vent, par exemple? Est-ce que d'un point de vue hélice, est-ce que les pics de production sont amenés à augmenter, à baisser? Est-ce que c'est les productions faibles? Est-ce que c'est les productions moyennes? Ce genre de considération. Oui, alors je vais repréciser. Nous, on a utilisé les données horaires de vent pour tester le modèle. Peut-être on a même utilisé des données 10 minutes. Et on est allé, en fait, on les a agrégés de différents temps, 3 heures, etc., jusqu'à 24 heures. Parce qu'en fait, les projections climatiques sont données au format quotidien. On va avoir des séries temporelles quotidiennes. Et donc, pour essayer de tester la viabilité du modèle sur des données quotidiennes, on est allé jusqu'à tester sur des données agrégées à 24 heures. Donc, c'est là-dessus où j'ai peut-être parlé un peu vite, mais on aborde le. Quand on parle de projections climatiques, on est sur des données qui sont à temps quotidien. Derrière, l'indicateur qu'on va regarder, c'est la production annuelle en mégawatts. Donc, on n'est pas allé dans le détail de voir s'il y avait des pics ou des périodes de calme là-dessus. C'est quelque chose qu'on n'a pas regardé. Bonjour, Nicolas Sonsino de Centrale Supélec, je suis en thèse de doctorat en ce moment. Mais je pense que vous venez de répondre à ma question, en tout cas à moitié. Pensez-vous regarder à un moment l'apparition de davantage de Dunkelflauten ou de moments sans vent prolongés qui sont très dimensionnants pour le système? Ou en tout cas, avez-vous d'une certaine manière étudié l'impact système de ces changements au niveau du producteur de l'éolien, au-delà de l'énergie?
On n'a pas regardé ça. Ici, on s'est vraiment contacté sur, on a vraiment fait focus sur le productible. Après, c'est quelque chose qui est potentiellement faisable. Si on peut retrouver ces plages de calme sans vent dans des données qui sont à la résolution quotidienne, c'est quelque chose qu'on peut aller faire. On peut aller reprendre nos séries, puis aller observer, et puis ensuite pouvoir déterminer ce genre de paramétrisation. Ici, on ne l'a pas fait dans cette étude-là, mais c'est quelque chose qui est faisable. Merci Samy. Désolé pour les questions qui pourraient rester, mais on sera disponible à la fin de l'événement si vous souhaitez continuer la discussion. Et je vous propose de passer à la table ronde. Et pour ça, je vais laisser la parole à Camille.